monde doit sortir pour un gagne-pain. C'est la pauvreté. Si nous sommes en retard dans le pays, c'est exactement parce que nous avons un état d'esprit très tourné vers l'individualisme. Donc toutes les routes secondaires posent problème. Il a dit fait une sortie médiatique. On évolue. 2, 3, 4 jours après, on fait un rétropédalage pour vérifier. On vérifie. Quelles sont les institutions budgétaires, tout ça. Donc nous avons l'incivisme routier de la part des conducteurs de véhicules. Nous avons les routes secondaires qui n'existent plus et aussi la police de circulation routière y est aussi pour quelque chose. On va y revenir. Vous trouvez des responsables de la République avec des armes achetées avec l'argent des contribuables qui sont sur l'essence interdit en train de menacer les citoyens qui sont sur la bonne voie. Et vous avez ce responsable-là, il est adossé à son siège de derrière, toujours au téléphone. Qui dit mot. Il dit, non mais il est tout content. C'est aussi ça une jouissance. Une seule route reliant l'Est à l'Ouest, je parle du boulevard. Et pourtant, rien que sous la rivière Ndjili. Mais on peut poser 3-4 ponts. 2 ponts vers Petro-Congo, 2 autres au-delà de Ndjili Brasserie, de façon à relier les centres-villes. Je crois qu'avec la construction du rocade, ça va faciliter la tâche. Ça va faciliter, mais en attendant, il n'y a pas de solution immédiate. Ok. C'est un casse-tête qui continue. Très bien. Nous allons suivre ce dossier. Hein. C'est la raison, le bien fondé même de cette émission, en toute vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité et rien alors que la vérité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission En toute vérité, Grand Tournou, le plaisir de vous retrouver chaque week-end dans cette émission. Très chers téléspectateurs, vous aviez remarqué mon absence. J'étais en congé annuel de reconstitution. Les étoilés de la presse étaient là, restés pour expédier les affaires courantes. Heureusement que les choses se sont très bien passées avec Anita et tous les étoilés, la presse et les historiens du présent que vous retrouvez également aujourd'hui avec moi. Nous commençons par les grands Moufouengue. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes journaliste à la direction de la RTNC3, chaîne des institutions. Alors, l'adjoint au rédacteur en chef à la direction des informations télévisées, c'est bien Cédric Enina, bienvenue. Merci Blaise, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent en CNET. Bienvenue Edith Chala, journaliste à la direction des informations télévisées. Merci Blaise, bon retour. Bonsoir à nos téléspectateurs disséminés à travers le monde. Avant de commencer cette émission, je devrais d'abord rendre un vibrant hommage à un confrère, un ami à moi, avec qui on est entré à la même seconde, la même minute, la même heure, le même jour, la même date, même semaine, même mois, à la RTNC. À l'époque, c'était l'Office des Aérois des radios télévision, radio, diffusion et des télévisions, c'est bien. Médard Mbouyal Mangal, qui avait l'habitude de rester à mes côtés, mais malheureusement, il est parti, je n'étais pas là, je ne peux que lui rendre cet hommage parce qu'il le mérite. Nous avions fait plus de 30 ans à la RTNC, il est parti. Je suis resté pratiquement orphelin, mais je garde quand même cet ouvrage. C'est son cadeau, il m'avait remis. Il dit, Blaise, je t'offre cet hommage, tu vas lire et découvrir ton frère. J'ai dit, quel frère? Et puis c'est Léon Okengo Wadondo. J'ai dit, non, il n'est pas mon frère. Léon Okengo Wadondo, c'est plutôt mon papa. Chaque fois que j'ai l'occasion de le croiser, je le salue toujours. Bonjour, papa Léon. Voilà, Médard est parti, mais il m'a laissé cet ouvrage. Je comprends que c'est un grand intello et avec lui on partageait la science et en voici une preuve, cet ouvrage que je vais garder jalousement. Mais juste en mémoire de Médard, je vais lui dire une chose, je me refuse le droit de vous oublier dans ma vie professionnelle, cher ami. Du repos à votre âme. Alors, nous revenons dans cette émission, très chers téléspectateurs, avec des sujets aussi diversifiés et que pertinents. C'est le cas de la politique avec dialogue inclusif, avec qui et sur quoi la RDC États-Unis, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, orioré et par Donald Trump au cours de la National Prayer Breakfast à Washington. Nous allons parler dans cette émission enfin la coopération avec cette signature, l'accord de partenariat économique entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Alors nous commençons avec le premier sujet. Pas plus de spéculation, plus de tergiversation, allais-je dire, plus de suspense. Félix Tshisekedi s'est enfin prononcé sur la tenue du dialogue en République démocratique du Congo. Les grands Moufouengue, vous étiez toujours partisans de ce dialogue et peu un contre tous pendant des émissions qu'on a eues ici. Vous êtes satisfait?
Tout à fait. On ne pouvait que chuter par là. Vous avez les mots justes. Donc ma thèse tient. Les anti-dialogues, c'est ça la démocratie. On s'est contredit, mais au regard des contradictions du microcosme politique congolais, on ne pouvait que chuter par le dialogue national voulu inclusif. Puisqu'il s'agit bien de cela, dialogue inclusif avec qui? Est-ce que le président a parlé de cette épithète inclusif? Le président s'est limité au niveau du dialogue. L'inclusivité, il n'a pas parlé de ça. S'il n'en a pas parlé, Oui. ça n'engage que lui. Mais j'ai voulu dire ceci. Mais c'est lui qui les convoque. Oui, mais peu importe. Rappelez-vous, il y a beaucoup de temps passé. Croire au dialogue ne fût-ce que national, même si vous enlevez l'adjectif inclusif, c'était presque une ligne rouge. Le président s'est prononcé, dialogue national, oui. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais partir du registre qu'on appelle sémantico-herméneutique. Qu'est-ce que c'est? Le terme dialogue a les vents en poupe maintenant, c'est sur toutes les lèvres. Donc, les consensus autour du dialogue est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde n'y accorde pas le même contenu. Il s'est fait qu'en termes de format et des termes de référence du dit dialogue, il y a divergence. Partant, j'ai dégagé dans mes analyses trois tendances. La première tendance, c'est les pro-dialogue inclusif. Le premier groupe parle du dialogue national inclusif. Entendez par là la CENCO, une frange de la communauté internationale, une frange de l'opposition ici. C'est l'aile dure. L'aile dure, si vous voulez. Mais pourquoi taxer des durs? Deuxième tendance, c'est le dialogue national à format réduit ou sélectif. Dialogue, oui, mais en excluant, par exemple, les criminels ou les proxys du Rwanda. Ça format réduit. Et la troisième tendance, si pas la dernière, c'est les fronts anti-dialogue, représentés par des gens tels que Dieudonné Nkishi, vous avez les députés nationaux Stephen Bikaï et les autres. Pas de dialogue. Mais je crois que dès lors que le président... Il y a aussi Léonard Chéokitundu qui dit également. Dialogue, oui, mais après la guerre. Après la guerre, oui. Vous voyez, j'ai dégagé ces trois tendances. Mais en continuant la réflexion, il faut dire ceci. Nous avons effleuré ces thèmes bien avant vous. J'ai donné ma position. Les Congos ne souffrent pas de manque de dialogue. Je le reprends. Les Congos souffrent d'une inflation des dialogues au fait mal pensée, mal stratégisée. Voilà pourquoi, en dehors de ces trois tendances, il faut quand même certains préalables pour que ces dialogues ne s'émuent pas en une espèce de blanchisserie, en une espèce de mangeoire. D'entre les trois tendances, vous auriez aimé laquelle? Je vais faire une synthèse à l'après, je crois, les amis vont parler, pas tout de suite. Mais jusque-là, le préalable pour que je dise, c'est important. Ce n'est pas le premier dialogue de ce pays. Je ne pense pas qu'il soit les derniers. John Nwabika avait comptabilisé au moins plus de 24. Oui, plus de 24, on peut arriver même à 100. Le dialogue, c'est au fait l'oxygène en démocratie. On peut le tenir à tout moment. Mais d'abord, des préalables. Premier préalable, nous devons savoir de quoi allons-nous parler. Il faut clarifier la nature de la crise ici. Et j'ai dit, cette crise est d'abord d'ordre militaro-sécuritaire. Voyez-vous, le Congo est agressé, mais à l'aide des proxys ou des infiltrés, appelez ça AFC M23. Donc, premier préalable, il faut clarifier la nature de la crise. Elle n'est pas d'abord, à mon sens, politique, c'est militaro-sécuritaire. Le Congo est agressé. Deuxième préalable pour sécuriser ces dialogues, c'est d'ordre politique. Il faut sécuriser les terrains politiques. Qu'est-ce que j'entends par là? On ne peut pas commencer ces dialogues avec des troupes rwandaises sur le sol congolais. On ne peut pas commencer ces dialogues alors que c'est mondialement démontré que l'AFC M23 est une farce. Ce sont des forces rwandaises qui sont chez nous. Sans couper, Blaise, c'est cordon ombilical qui lie l'AFC M23 au Rwanda. Et si on négocie dans ces conditions, ça veut dire qu'on va négocier, comme on dit, les couteaux sous la gorge.
Dernier préalable, c'est qu'on va négocier, comme le monde entier le dit, solution politique, diplomatique, mais il faut expliquer à la population, il faut expliquer aux FARDC le sens de ces dialogues, pour que ça n'arrime pas avec une certaine capitulation. On a abandonné et on est prêt à embrasser les criminels d'hier ou qui continuent à nous tuer. Voyez-vous? Et j'ai même dit que le président devait mettre en place une commission justement pour penser, stratégiser dans quelles conditions le gouvernement ira à la table des négociations. Pas n'importe comment. C'est pour sécuriser les dialogues, pour que ces dialogues soient différents des précédents, pour que ces dialogues n'aboutissent pas aux mécanismes conflictogènes du genre brassage, mixage, dont souffrent cruellement nos FARDC actuellement. Il y a aussi partage du pouvoir. Partage du pouvoir, j'ai appelé de dialogue qui s'apparenterait à la mangeoire. C'est ça. C'est cet aspect-là. Je suis content que le grand Moufoueng ait évolué dans sa façon de réagir en rapport avec le dialogue, parce qu'à l'époque, il s'accrochait mordicus au format dialogue SEMCO-NCC. Aujourd'hui, on sent quand même une évolution. Vous partagez son point de vue? Non, je ne partage pas son point de vue. Déjà, c'est que avant, on dirait qu'il n'avait pas toutes les informations. Maintenant qu'il a évolué dans sa pensée, ce n'est que bien pour nos téléspectateurs. Je voudrais d'abord rappeler que le dialogue n'est pas l'oxygène de la démocratie, comme il a dit. Je pense qu'en démocratie, c'est le respect des textes. C'est ça la démocratie. Quand on n'arrive pas à respecter les lois, on ne peut pas dire qu'on est en démocratie. Le dialogue, c'est la version des compromis. Et quand on est plus dans les compromis, on ne peut pas s'épargner de compromissions. Vous parlez du dialogue. Moi, je suis de ceux qui pensent que le dialogue n'est pas opportun en ce moment, parce que les bases, les éléments sur lesquels nous allons négocier... Le docteur Mukwege est aussi d'accord avec cette version. Oui, vous allez parler du dialogue alors que le pays est agressé. Avant, il y avait des brouillards. On pensait que le M23, l'AFC, c'était quelque chose de sérieux, même si le président disait déjà à l'époque que c'était une coquille vide. C'est le Rwanda qui était derrière. Vous parlez du dialogue inclusif en ce moment, pour parler des pays-là comme il les a cités. Quelques-uns d'entre eux prennent des positions qui parfois heurtent les consciences. Vous parlez d'un dialogue inclusif à ce stade. Ça veut dire que les Nanga, les Bissimois, qui sont devenus professionnels des rébellions, les Makenga, vont venir à cette table de négociation. Vous ne les acceptez pas à la table en leur brandissant la justice. Ils vont quitter, ils vont repartir pour recommencer la rébellion. Ils font ça depuis des années. Il faut rester intransigeant envers ces genres de personnes. Et c'est prouvé que ce sont des éléments que le Rwanda utilise régulièrement, recycle, échange de noms, mais en tout cas l'objectif reste le même, déstabiliser la zone est de la République démocratique du Congo. Alors je pense qu'à ce stade, comme le président l'a dit, des gens qui veulent négocier, qui veulent le dialogue, mais qui imposent au président de la République, ils disent que nous voulons aller au dialogue, mais que le président prenne déjà l'engagement de ne pas modifier la Constitution. C'est une aberration. Vous avez déjà vous-même violé la Constitution. Parce que la Constitution interdit de recourir aux armes pour réclamer quoi que ce soit en démocratie, la nôtre, je vais dire. Vous avez pris les armes en brisant déjà cette Constitution. Mais vous dites au président, non, prenez l'engagement de ne pas violer la Constitution. C'est une folie. Donc vous ne pouvez pas avoir pris les armes pour imposer votre point de vue et l'imposer au président de la République. Et je pense qu'à ce stade, la justice devrait être le socle de tout débat à venir. C'est pour que ça ne se répète plus jamais. Des gens sont morts. À Kichiché, on a enterré des gens vivants. On a enterré des gens à plusieurs endroits. Il y a plus de millions de déplacés, plusieurs millions de déplacés. Et puis, on va aller au dialogue inclusif pour nous retrouver, parler de l'avenir des bourreaux. Je pense que ça n'a aucun sens. À ce stade, le dialogue, s'il doit avoir lieu, je pencherai sur le point de vue du docteur Mukwege et Léonard Chéokitou. Il faudrait que les Rwandais rentrent d'abord chez eux. Oui. Parce que tous les dialogues qui ont précédé,
Sun City, Pretoria, tous les dialogues d'avant, dans le cadre de cette guerre, nous ont prouvé que le Rwanda faisait passer ses exigences au travers des individus qu'il envoyait à notre dialogue. Ça a été prouvé noir sur blanc qu'à plusieurs reprises, on a pris des décisions en faveur du Rwanda, mais qui sont passées plutôt pour les desiderata du peuple congolais ou des personnes qui étaient appelées à ce dialogue-là. Si on ne réussit pas à organiser ce dialogue après le départ du Rwanda, pour que les Congolais qui seront au dialogue, nous soyons sûrs qu'ils soient indépendants d'esprit, Ça serait une peine perdue. ce serait une peine perdue et une autre guerre dans 5-6 ans va avoir lieu. Ça, c'est une certitude presque mathématique parce que le passé le démontre. C'est-à-dire, Kenina, le président n'avait-il pas raison de limiter les champs d'action? Dialogue, oui, mais alors, pas avec ce qui tue, mais pas avec les prédateurs, si vous voulez, des richesses congolaises. Mais alors, il faut que les travaux se tiennent en République démocratique du Congo, même s'il n'a pas désigné la ville. Ça peut être peut-être à Isiro, ça peut être à Mbandaka, ça peut être à Bouende, ça peut être à Mwanda et consorts. Vous ne voyez pas que le président avait raison de limiter le champ d'action? Limiter les champs d'action, c'est un débat, mais du moins en ce qui concerne l'espace géographique, oui, le chef de l'État a raison parce que on a une expérience qui est récente, notamment les dialogues organisés à la Cité de l'Union africaine avec Eden Kodjo. J'y étais. Initié par l'ancien président Joseph Kabila. Oui. Et quand bien même que les formats étaient plus ou moins réduits à l'absence de l'UDPS, mais on a parlé tout de même d'un dialogue qui a abouti à la formation d'un gouvernement. Et c'était sous l'égide des institutions. Et ce qui n'est pas comparable à Sun City parce que nous étions en train de baliser, de mettre en place les bases susceptibles de nous amener vers un processus démocratique. Et ça a été pendant les élections de 2006. Et c'est ce qui fait que cette rencontre de Congolais a eu lieu en dehors du territoire national parce qu'il n'y avait pas de base démocratique à l'époque. Là, les compteurs étaient à zéro. Exactement. Aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes de plein pied dans une dynamique démocratique. Depuis 2018, son accession au pouvoir, on a eu à organiser les élections en 2023. Moi, je vois très mal que la résolution d'une crise dans sa partie endogène se fasse en dehors de la République démocratique du Congo. Mais quant à l'inclusivité, il faut choisir les acteurs. Moi, je pense que ça paraît un peu, c'est d'ailleurs le point de vue d'Edi Chala, ça paraît un peu paradoxal parce que l'essence même, l'idée du dialogue, c'est aplanir les divergences en interne, mettre en place une nouvelle dynamique pour faire face à la partie exogène de la crise qui est le Rwanda. Vous voulez que tout le monde soit là? Qui est le Rwanda. Mais en principe, c'est ça. C'est ça le but poursuivi. Même ceux qui ont tué, ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Mais je crois que la justice ne s'arrête pas avant les dialogues ou ne peut pas s'arrêter après les dialogues. Elle est permanente. Le fait de se mettre autour d'une table n'exonère pas les auteurs de crimes odieux. Ça non. Mais le fait de se mettre autour d'une table sans préjugés dans un premier temps, ça facilite les choses et ça aide les pays à avancer dans le sens de l'apaisement. Quand je parle en termes de préjugés, je me dis, mais ce n'est pas une composante de faire allusion ou bien encore de déterminer qui est criminel ou qui ne l'est pas. C'est à la justice de notre pays de le faire. Moi, je pense que s'il faut faire appel à la justice, on peut le faire à l'instant, mais sans pour autant que ça soit un discours politique. Ça doit être un discours juste, un discours lié aux aspects juridiques des choses. C'est ce que ça devait se faire dans ce sens-là. Ça, c'est de mon point de vue. Et s'il faut chronométrer cela pour faire en sorte que nous parvenions à une situation de paix durable, il serait souhaitable, comme l'idée du dialogue a été, apparemment semble être avancée, précède la question judiciaire ou les questions judiciaires, il serait souhaitable qu'on priorise d'abord la résolution de la crise endogène.
Parce que quand je dis la crise endogène, je vois tous les acteurs qui sont dans l'espace géographique qu'on appelle République démocratique du Congo et qui, pour telle ou telle autre raison, s'est mis en porte-à-faux par rapport au pouvoir de Kinshasa. Donc, il serait souhaitable, à mon humble avis, le président de la République a donné les tons et je crois que cette même dynamique doit continuer à ce que les Congolais se retrouvent autour d'une table. Un dialogue ne veut pas simplement dire compromis. Le dialogue ne veut pas dire non plus cessation des hostilités. Le dialogue ne veut pas dire forcément fini la guerre et c'est une capitulation. Non, loin de là. Les dialogues, c'est un processus, et qui dit processus, on ne peut pas s'attendre toujours au même résultat tel qu'on idéalise actuellement, ça doit être la mangeoire, ça doit être le partage du pouvoir et autres. Non. Les dialogues ne veulent pas dire forcément qu'on arrivera au même résultat que les dialogues précédents. À quoi, Cédric Enina? Moi, je pense. Au travers de ce dialogue. Je pense. Ça a été le cas avec la conférence nationale souveraine. Et ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé en queue de poisson. Ah, voilà. Mais l'histoire retiendra. C'est pas pour rien que l'UDP s'est resté accroché aux recommandations et résolutions de la conférence nationale souveraine. C'était un processus qui avait à l'époque, ça, nous sommes devant l'histoire, qui avait permis une certaine fragilisation du régime Mobutu à travers ces processus que Mobutu ne voulait pas. Les cas de figure, on est aux antipodes du contexte de Mobutu face à la conférence nationale souveraine. On a un Félix-Antoine Tshisekedi résolument engagé pour une paix durable en République démocratique du Congo et il est le premier à donner les tons. Pourquoi pas donner la chance aux Congolais de tous bords de se retrouver autour d'une table et de tirer les choses au clair. Parce que quand on parle dialogue, les échanges sont sans tabou. Et c'est à ce moment-là que la population pourrait, dans l'essence véridique du terme, découvrir, faire ce qu'on appelle chercher à dénicher, livrer de tout ce qui est comme herbe qu'on peut consommer. Donc c'est un peu ça l'idée. Je pense le président de la République lui-même, en actionnant ces mécanismes de dialogue, pense déjà à une solution durable, mais qui ne sera pas forcément les mêmes avec la mangeoire telle que l'a préconisé Mufwege, ou encore une capitulation, ou encore il faut exercer la justice avant, écarter tous ces gens-là qui sont appelés aujourd'hui criminels, non pas par la justice, mais par des discours politiques. Moi, je pense qu'on ne serait pas favoriser un terrain d'entente et arriver à mettre fin à ces conflits qui a duré plus de 3 décennies. Edi Tchala, la RDC connaît quelle typologie de crise aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens y en ont énumèrent plusieurs. Pour vous, quelle est la typologie de crise que connaît la RDC? Nous sommes dans une crise sécuritaire. Moufoung l'a démontré à plusieurs reprises. Nous sommes dans une crise sécuritaire, elle n'est pas politique. Parce que chez nous, on estime que la démocratie ou bien la tranquillité au niveau politique, ça veut dire l'unanimité de perception. Ça, c'est pas possible. Partout ailleurs en démocratie, c'est la diversité de perception des choses. En République démocratique du Congo, la question qui se pose, c'est que la République n'est pas en sécurité. Il faudrait qu'on table sur cette question en profondeur pour que plus jamais nous soyons en situation de voir notre armée à chaque moment, à chaque avancée des forces ennemies. On voit les forces armées de la RDC reculer. Il y a des raisons bien entendues. Mais quand on sait que le dialogue qui est proposé par les uns et les autres est soutenu par le Rwanda, ça veut dire que nous n'avons pas un intérêt dedans. Vous ne pouvez pas voir le ministre des Affaires étrangères rwandais qui pousse pour que le dialogue ait lieu entre le gouvernement de Kinshasa et le M23, et nous pensons que c'est pour résoudre la crise en RDC. Ça ne peut pas être le cas. Eux, ils ne soutiennent que le dialogue où ils peuvent avoir la possibilité de faire passer leur agenda. C'est comme ça que nous devons le comprendre, parce qu'ils l'ont fait depuis plusieurs années. Ils ne peuvent pas devenir tout de suite. Mais malheureusement, les Congolais n'ont pas ne fassent pas plutôt ou ne font pas cette même lecture des choses, malheureusement. Non, l'élite. Il y a dans l'élite des gens qui sont volontairement forcés ou pas forcés, on ne sait pas le dire, parce qu'une logique qui se dégage, c'est que par ses faits et gestes, le Rwanda a fini par démontrer que c'est lui qui est en RDC.
Il y a même certaines informations qui disent que entre le mois de janvier et le mois de février, donc depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ou jusqu'il y a 2, 3, 4 jours, il y a eu des appels depuis le palais de Kagame pour le Goma, environ 400 appels. Quand vous imaginez dans cette... Ils n'appellent pas pour jouer, ils n'appellent pas pour encenser ceux qui sont là-bas. C'est certainement pour donner des idées, des directives sur ce qui doit être fait sur le terrain, étant donné que les militaires rwandais sont ceux qui se battent sur le terrain. Alors, un type comme celui-là, il force pour qu'il y ait un dialogue en RDC, et il y a l'élite qui soutient ce type de dialogue. On comprend tout de suite qu'ils sont à la solde du Rwanda. Ces discours, excusez-moi, ça me rappelle les propos de Mbouyal autour de cette table. Pourquoi avons-nous si peur du Rwanda à chaque fois que les Congolais cherchent à se parler? C'est la silhouette du Rwanda qui apparaît et on n'arrive pas à avancer et à mettre en place une dynamique. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est dans mes propos. C'est vrai que le Rwanda c'est la crainte du Rwanda ou la peur. On ne doit pas avoir suffisamment cette fixation maladive. S'il faut organiser... Parce qu'avec le Rwanda... Cette fixation? Oui, ça devient presque maladie parce qu'on ne parle que de ça pour résoudre la crise. Avec le Rwanda, moi je suis dans la logique d'une guerre. Ça c'est vrai. Même le président de la République l'a dit. Les pays se préparent à toute éventualité. On l'a vu, il a dit il n'y a pas longtemps, lors de sa réception à Oyo, avec le président, son homologue Sassou Nguesso, c'est-à-dire le gouvernement de la République ou la RDC paraît à toute éventualité. Mais aux côtés de ces décors qui est en instance des résolutions, parce que nous allons parler de l'apport des États-Unis d'Amérique dans la crise en République démocratique du Congo, nous avons une autre dimension de la crise qui est apparemment interne et qui est, au vu de choses, un prétexte pour le Rwanda d'envahir la République démocratique du Congo. Parce que, attendez. Que je termine ma logique. Cette crise interne, elle est toujours sécuritaire ou il y a une autre dimension? Il y a deux dimensions dans la crise en République démocratique du Congo. Vous avez une crise qui est en majeure partie sécuritaire et vous avez une crise qui est à côté politique, parce que c'est pas pour rien, en dehors des acteurs qui ont pris les armes, vous avez la société civile, vous avez l'opposition non armée. Prenons les cas de figure, parce que Moufouégué, on a dit, bon, ceux-là qui ont commis des crimes ne participeront pas, ne prendront pas part au dialogue qui se dessine avec bonheur pour les Congolais. Ça sera quel genre d'acteur? Ça saute aux yeux, nous aurons essentiellement les acteurs de l'opposition non armés qui seront autour de la table. Et là, on n'aurait pas résolu la crise. Attendez, Tchala. La crise politique... mais puisque vous parlez d'un problème sécuritaire, on doit les résoudre avec ceux-là qui ont pris les armes. C'est moi qui ai le police des débats. La crise politique, ça se situe à quel niveau? Vous avez l'opposition en interne, il ne faut pas s'en cacher, qui parle des problèmes liés à la gouvernance interne. Non, mais ça ne doit pas vous étonner, ça fait partie d'un cahier des charges. Ça ne doit pas vous étonner. Parce qu'eux n'ont pas pris les armes. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans l'opposition. Et au même titre que les autres, ils réclament la tenue d'un dialogue pour aplanir les divergences. Un dialogue, ce n'est pas forcément pour le partage du pouvoir. Moi, je pense on aurait gagné si on mettait en place ce dialogue pour créer une dynamique en interne. Et finalement, pour enlever les prétextes à Paul Kagame qui parle d'une crise entre Congolais. Parce que pour Kagame, l'AFC M23, c'est une invention congolaise et que la politique, il s'ingère même dans la politique interne pour parler de la malgouvernance. Les dernières et déclarations, là, c'est une occasion pour nous. Les dernières déclarations de son ambassadeur aux Nations Unies, je crois, prouve à suffisance que le Rwanda est impliqué, même lui-même Kagame l'a reconnu. Exact. Oui. Ça saute noir et blanc. Donc ce n'est pas une crise congolaise. Mais oui, mais c'est un prétexte qu'il brandit à l'international. Mais la donne a changé. La donne a changé parce qu'il y a une dynamique interne qui semble s'installer depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait montre de cette ouverture pour la tenue du dialogue en interne entre Congolais. Et moi, je pense que nous devrions continuer dans cette logique pour enlever ces prétextes à Kigali. Les grands Mouffengue. Je reviens sur... quand on ne comprend pas la sémantique et l'herméneutique, la suite du raisonnement, ça va être compliqué. Lorsque vous lisez tous les théoriciens du dialogue, ne peut avoir dialogue qu'entre deux pôles antithétiques qui s'opposent.
Lorsqu'on échafaude des théories, comme quoi tout le monde doit penser de la même manière, tout le monde doit avoir dans la cervelle le même format du dialogue. Rien que sur le champ sémantique, il y a crise. Le concept dialogue ne fédère pas. La guerre commence par les mots, Blaise, avant d'en venir au terrain. On va évoluer. Je crois que par rapport à la crise congolaise, les formats recommandables, c'est les dialogues inclusifs. Si on ne se met pas d'accord, vous le savez, il y a un mécanisme officiel maintenant qu'on appelle la médiation de l'Union africaine. J'ai parlé avec beaucoup de subtilité, tout en catégorisant les formats du dialogue et même les préalables. Il ne faut pas seulement s'en tenir aux propositions comme ça. C'est relié, ça obéit à une logique. Le parti ne se comprenne pas. Lorsque cette mécompréhension continue, la médiation on ne va que s'en remettre à la médiation, comme vous le savez, a fait le round de Luanda à Lomé. Ils ont même vu Kagame. Il était prévu même qu'ils voient les responsables de l'AFC M23 pour avoir une vue globale ou panoramique de la question. Ça, c'est un de deux. Dans un dialogue, lorsqu'un camp voudrait s'arroger le droit de définir le format, c'est frustrant. Cédric l'a dit. On ne peut pas avoir de paix sans justice. Mais par rapport à la crise de l'Est, Blaise, il y a des crimes imprescriptibles. On peut y revenir. J'ai dit et redit que la crise est sécuritaire. Mais il y a ce qu'on appelle des proxys. Qu'est-ce que Kagame présente comme prétexte? Des Nanga et les autres. On ne peut couper ces cordons que autour d'une table avec ces gens-là. Ce n'est pas les encenser. Ce n'est pas les encenser. On a vu ça. On a vu ça. Non, attendez. On a vu ça à San City. Attendez. On a vu ça à San City. Et vous connaissez la suite. Non, mais je n'ai pas fini. Pourquoi vous m'arrachez la parole? Parce que ça ne vous plaît pas. Allez-y. Voilà déjà. Même au dialogue, ça sera comme ça. Ça plaît pas. Je suis désolé. Ça plaît pas. Voilà un petit test. Allez-y. Même si l'idée ne vous plaît pas, souffrez que je partage ça. Mais allez-y. Et ça sera avec des gens comme ça en plein dialogue. Parce que c'est l'AFCM 23, on vous arrache la parole. Un peu de considération pour votre confrère. Allez-y. Oui, mais ne gratinez pas mon temps aussi. C'est cela la démocratie. Mais quand vous dites avec des gens comme ça, pour un confrère quand même. Et lorsqu'en plein débat, il risque d'en être ainsi au dialogue, on arrache la parole à quelqu'un au motif que son idée ne vous plaît pas. Allez-y, vous avez la parole. Le format idéal, c'est les dialogues inclusifs. Ça, c'est de 1. De 2. Aucune partie invitée au dialogue ne peut se prévaloir d'avoir le monopole des solutions. C'est prouvé. Mais le président a parlé, peut-être qu'on a... Et puis l'aspect sécuritaire, on a dit, s'il vous plaît Blaise, le dialogue va se tenir à Kinshasa. Mais non, on n'a pas précisé le lieu. Bon, le dialogue se tient en RDC. En RDC. Oui. Mais là encore, il y a un bémol. Lequel? Il y a des Congolais qui ont quitté ces pays, selon eux, pour des raisons sécuritaires, qui se trouveraient à l'Est. Non, ça c'est... Non, mais attendez. Vous soutenez l'insoutenable. Le dire n'est pas soutenir, c'est de rappeler leurs propos. Nous parlons français, Blaise. S'ils ne veulent pas revenir, c'est leur affaire. Mais justement, j'ai dit, selon eux, ça n'engage que eux. Mais dans un débat tel que celui-ci, il y a lieu de répéter leurs propos. Et avant la tenue du dialogue, il y a des préalables à négocier. Justement, il y a des préalables. Et j'ai redit que, en termes d'incompréhension, on va s'en remettre à la médiation. Vous avez fini? Oui, il a fini maintenant. Vous avez fini? Non, mais avec des digressions comme ils peuvent continuer. Oh là là. Ah oui, mais vous faites la police du débat, il faut sécuriser les gens. Oui, mais je vous sécurise justement. Mais lorsqu'il y a des interventions intempestives, parfois ça coupe les fils d'idées. Mais c'est ça la beauté du débat, c'est aussi beauté, ça. oui, mais pas dans les dérangements parfois. Vous êtes partisan de ça. Oui. Si vous faites semblant, je suis dialecticien. Allez, Edi Tchala. Je ne voudrais pas dire qu'il est émotif. Je vais plutôt dire qu'il est idéaliste. Ça, c'est Moufouengue. Moufouengue, oui. Il est idéaliste. Et la réalité commence par les idées. Il faut rester pragmatique. Tolérance. Pourquoi je dis qu'il faut rester pragmatique? Les dialogues, on les a essayés. Ce n'est pas le premier dialogue qui va avoir lieu. Ce que l'on ne veut pas... Ce n'est pas non plus le dernier. Oh là là, les grands. Laissez-le. Il disait tout à l'heure que
l'interrompait et qu'il perdait son fil d'idée. Mais ce sont des répliques. Ah voilà. J'étais en train de dire que le dialogue ici n'est pas... ta sérénité. Hein. Oui, le dialogue ici n'est pas le premier. Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Ça veut dire quand on regarde les dialogues passés, on peut voir comment éviter les erreurs du passé. Vous parlez des proxys. Vous allez mettre les proxys au dialogue. Ça veut dire que les proxys viennent avec les idées du Rwanda sur la table. On ne peut pas avoir, nous, République démocratique du Congo, les mêmes intérêts que le Rwanda. Ce n'est pas possible. Donc il faut commencer par mettre fin à cette possibilité d'avoir des individus à la table qui font passer les idées du Rwanda. Et ça, on peut le faire. Ça peut ne pas plaire aux uns, même pas à certains Congolais, mais il faut le faire. Il faudrait que quelqu'un prenne le courage. Le président de la République a dit, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette image-là qui revient, quand il disait que le moment est venu pour qu'il y ait quelqu'un pour arrêter Kagame. Et ce quelqu'un-là, c'est moi. Il dit que j'ai écouté les amis. Pour les respecter, j'ai accepté qu'on aille dans leur direction. Mais je leur fais voir tout de suite que Kagame ne va pas prendre cette position-là. Et ça s'est prouvé au fil des ans et au fil du temps. Kagame ne quittera pas la République démocratique du Congo de son propre gré. Il faut l'y forcer. Et on tend vers ça apparemment. Oui, on tend vers ça. Oui. Et des gens qui sont sous sa coupe. Mais la preuve a été faite. Les États-Unis appellent Kagame ou appellent Kigali pour qu'on retire les forces qui sont entrées dans Ouvira. Le lendemain, c'est Nanga qui dit, bon, pour faciliter la démocratie, et non, pour faciliter le dialogue, je crois quelque chose du genre, on va retirer nos forces d'Ouvira. Il faut vraiment un dessin pour comprendre que c'est Kagame qui dirige derrière. Après, on va prendre un individu comme celui-là, on va le mettre autour de la table pour résoudre le problème de la RDC. C'est un peu comme les drones qui sont partis à l'aéroport de Bangoka. Oui. On sait que ce sont des drones qui viennent du Rwanda. Et Kagame appelle Nanga dit non, nous avons envoyé, c'est nous qui sommes à la base de ça. Ce jeu-là, on connaît les acteurs et leur mode opératoire. Ça, c'est la politique de l'autruche. On voit exactement le problème où il est, et puis on dit non, on va organiser un dialogue entre nous. Cédric Kenina, ce dialogue que le Rwanda réclame tant, au même titre que les Congolais, mais est-ce que le Rwanda peut-il organiser les dialogues inter-rwandais pour mettre fin à ces différends avec les soi-disant FDLR? La RDC a une particularité, c'est que les pays sous Félix-Antoine Tshisekedi ne s'y mixent pas dans les affaires internes du Rwanda. Donc, nous sommes des souverainistes, ça c'est vrai. Étienne Tshisekedi l'a démontré durant toute sa vie, et son fils biologique porte visiblement le même flambeau. La question rwandaise n'a pas d'égal avec la question congolaise. Il n'y a aucun lien. Qu'il parle avec les Interahamwe, qu'il refuse de parler avec les Interahamwe, c'est leur affaire. Ce n'est pas une affaire de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est choquant, c'est de voir les Rwandais, comme l'a dit tout à l'heure Edi Tchala, s'y autant dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Et là, moi, j'ai ma petite stratégie, ma petite idée quand j'ai dit... C'est laquelle? Il faut vider tout ce qui est comme prétexte au Rwanda. Ça a commencé avec les refus du Rwanda d'accepter la présence de ces brigades ou encore de ces forces spéciales sur le sol congolais, malgré beaucoup de preuves brandies à l'international par les experts des Nations Unies. Aujourd'hui, ce n'est plus le même discours. La République démocratique du Congo a réussi à faire quelque chose, comment dirais-je, à déconstruire ces discours à l'international qui commençaient à prendre racine. Sous prétexte que le Rwanda, il y avait des Interahamwe qui s'apprêtaient à attaquer les pouvoirs de Kigali. C'était le premier prétexte qu'on a réussi à mettre de côté. Et de fil en aiguille, nous passons de cette forme de justificatif du Rwanda sur le sol congolais, et c'est le Rwanda qui se met derrière la FCM 23 pour pousser un dialogue dans les formats tels que pensés par les Rwandais. Et je crois que dans cette phase du processus, la République démocratique du Congo doit appliquer la même recette. Qui dit la même recette, c'est-à-dire mettre tous ces acteurs devant l'histoire, qu'ils s'expriment, que ce soit au nom de Kagame. Je vois la peur d'Edi Tchala. Le dialogue. Oui.
La Vous peur de revenez au Dichala, dialogue inclusif. c'est de voir l'FCM 23 ramener autour de la table l'agenda. Non, c'est pas la peur. Des Vous avez Kigali. peur? Vous avez peur? Des Vraiment, Kigali. l'acteur Donc c'est ça. transparent. Non, Il vous n'a ne pas voulez peur. même pas entendre. C'est sa Vous position. voulez C'est même sa pas position. entendre la présence de ces gens autour Oui, c'est d'une sa table position. pour qu'on les écoute. C'est sa position. Mais le dialogue est différent du monologue. Quand on parle dialogue, c'est d'abord des gens qui s'opposent en tout et pour tout, dans la plupart des cas. On ne peut pas avoir un dialogue avec des gens qui ont le même discours. C'est la vraie Tout à fait. dialectique. Non, c'est des gens, Tout à fait. Oui. c'est ce genre de discours qui a permis aux uns et aux autres, en tout cas pour ceux qui soutiennent l'abolition, d'abolir la peine de mort. Vous savez, le dialogue inter-rwandais doit avoir lieu. Cédric Kenina a dit que Mais nous, pas nous sous la sommes... pression de la RDC. Écoute Kenina. Non plus, on Écoute, peut Kenina. pas Tu voir vois le dialogue tu sous vois- la tu pression vois des notre- Rwandais. Tu vois notre dimension, Oui. la République démocratique du Congo. Il faut qu'on mette tous ces gens-là ou pas. Notre pays est tellement grand et il nous faut absolument mettre tous ces gens-là ou pas. Et c'est possible de le faire. Il faut d'abord commencer par déconstruire, comme on le fait maintenant sur le plan international, tout ce que Kagame avait construit. Puis ensuite, on va s'occuper de lui sérieusement. Pas pour envoyer la guerre chez lui, pour les garder ou pas. Moi, je pense que Mais- les deux attends, solutions Allez, l'une. on va peut-être Non, pas de- clore- de- on va soit peut-être nous clore ce faisons la chapitre. guerre, parce que tu as dit nous que- On va faisons la peut-être guerre, clore ce chapitre. Soit nous En vous allons par posant- les voies diplomatiques. Oui, Qui dit on va voie clore- diplomatique, on va il y a clore- plusieurs volets. on va clore C'est ce tout à fait chapitre. simple. On ne peut pas faire un choix et tenir des discours. C'est soit nous faisons la guerre au Rwanda et nous laissons de côté. C'est pas exclu. Que ça soit C'est les pas dialogues- exclu, cette Non, non, idée. non, C'est- soit on y nous arrivera allons même- par la voie même- diplomatique. On va clore ce chapitre. Je vous Oui, pose oui. juste une dernière question sur le dialogue, à moins que vous allez prendre la parole en ajoutant ce que vous avez à dire. Est-ce qu'il y a un chronogramme? Parce que même dans le message du président de la République, il n'a pas fait à ce chronogramme. Ça commence quand, ce dialogue? Vous auriez aimé que ça commence quand, les grands Moufouengue? C'est une bonne question, mais à cette heure précise, il n'y a pas de chronogramme. Il y a un acteur majeur dans ce chapitre de dialogue. C'est mais qui? Vous ne faites pas allusion. Je crois que l'agenda et les autres, c'est géré par la médiation. La médiation, j'ai dit, fait les rounds et puis reviendra faire rapport au président de la République. Je crois que c'est après tout ça qu'il y aura un chronogramme. Mais pour chuter ou clore ces chapitres relatifs au dialogue, je voudrais ajouter ceci. La République démocratique du Congo n'évolue pas en autarcie ou à vase clos. Elle a des alliances, des interrelations avec le monde entier. Ça signifie que tout ce que nous faisons, c'est aussi en référence à nos partenariats. Des Nations Unies en passant par l'OUA, la SADC. Les dialogues inclusifs, c'est une grande recommandation. Ça se justifie par le fait que Doha, Washington, Luanda, sur le plan diplomatique, malgré des textes avec des chapitres pertinents, n'ont pas pu pacifier l'Est. Malgré l'accord de Washington, l'accord cadre, malgré tous ces rounds, la violence continue à l'Est. Les dialogues inclusifs, c'est le dernier peut-être terrain où il faut tâter, mettre tout le monde d'accord pour trouver un autre horizon, de façon que la paix revienne. Voilà un peu. Très bien. Pas sous format SSC et Senko. C'est à la médiation Il y a d'évaluer. quand même une évolution dans votre discours. Tiala, mot sur le dialogue, on termine en close ce chapitre. Oui, le dialogue peut se tenir maintenant, l'année prochaine ou l'année d'après. Moi, déjà, comme ce n'est pas, je ne suis pas très chaud dans le format soutenu et voulu mordicus par Moufouengue, je pense que le dialogue devra se tenir quand les Rwandais seront rentrés chez eux. Moi, je pense que ce sera à partir de ce moment-là que l'on pensera organiser un dialogue sérieux en République démocratique du Congo. Et puis, je rappelle mon point de vue. Le dialogue, ce n'est pas un signe de démocratie. Le dialogue, c'est des compromis. Il y a des Parce qu'il y en a beaucoup, ça va nous conduire aux compromissions. On parle du dialogue, on invoque le dialogue pour expliquer l'arbre à palabre de chez nous en Les Afrique. Kinzonzi. Les Kinzonzi. Comme aiment bien le dire les oui, Congo. mais la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, ce sont les règles. Vous les respectez,
vous êtes dans la démocratie, le respect de la minorité, mais le respect aussi de la majorité. C'est ça la démocratie, en fait. Si on n'arrive pas à intégrer le fait que les dialogues ne sont pas partie de la démocratie, et donc on va continuer chaque fois que ça nous plaît. Chaque fois ça ne nous plaît pas. On recommence à zéro. Cédric Enina. Oui, moi je pense que ça doit se tenir le plus tôt, serait le mieux d'ailleurs, parce que les pays traversent une période sombre de son histoire et qu'il y avait, comme je l'ai toujours dit, il y avait une dynamique de développement amorcée en 2018 avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui est mise à mal par la présence militaire de l'armée rwandaise. Donc il faut d'abord résoudre cette crise, cette forme de crise endogène avec des gens qui ont pris les armes aux côtés du Rwanda et l'opposition en interne qui a certainement un cahier des charges à travers les dialogues et continuer à poursuivre les efforts diplomatiques à l'international comme c'est le cas sous la médiation des États-Unis d'Amérique. On va en parler. Et enlever les prétextes au Rwanda qui visiblement n'a pas quitté ses velléités expansionnistes jusqu'à ce jour. Donc le président de la République, je crois qu'il est dans la bonne dynamique, sauf qu'il faut choisir, il faut faire de bons choix, surtout en matière de résolution dans cette crise, mais aussi les choix des bons acteurs susceptibles d'enclencher, de soutenir cette dynamique qu'il a lui-même implémentée. Si le dialogue semblait diviser les acteurs autour de cette table, au moins il y a un sujet sur lequel ça va rassembler les uns et les autres, c'est cette National Player Breakfast qui a eu lieu à Washington. C'est un grand rendez-vous habituel, annuel, organisé au niveau des États-Unis. Mais vous allez remarquer que dans l'histoire politique de ce pays, le maréchal Mobutu a dirigé ce pays pendant la période de la guerre froide. Le président Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il n'a fait que 3 ans, mais les relations avec les États-Unis n'étaient pas si bonnes. Joseph Kabila a passé 18 ans avec les hauts et les bas dans ses relations avec les États-Unis. Félix Tshisekedi est là pendant 6 ans et demi, si vous voulez, on tend vers la 7e année. Mais Félix Tshisekedi étonne. Vous aviez suivi le président Donald Trump prendre la parole et parler en bon de Tshisekedi devant toutes les grandes personnalités qui étaient dans la salle. Tshisekedi, un monsieur brave, un monsieur merveilleux. Comment vous aviez trouvé ces éloges du président américain Cédric Enina? Oui, nous, ça paraît flatteur. Moi, je me dis, oui, parce que... Qui flatte qui? On connaît très bien Donald Trump. Mais moi, je m'en réjouis parce que... Mais ne dis pas qu'il est flatteur quand même. J'en viens. Je m'en réjouis parce que Félix Antoine Tshisekedi force l'admiration. Ça, c'est une évidence. Son engagement pour la paix en République démocratique du Congo, pas seulement Donald Trump. Les autres, ses homologues également, apprécient ses efforts à juste titre. Mais venons-en à l'homme de Donald Trump. Le président américain est connu, dès son arrivée, il déclenche d'abord une guerre commerciale internationale face à tous ses partenaires d'hier, y compris ses ennemis. C'est pour les intérêts américains. Pour les intérêts américains. Oui. C'est là où je pense que c'est un peu flatteur. Et vous insistez sur la flatterie? Dans la pratique, parce que nous sommes journalistes, nous avons un autre œil quand nous voyons, s'il faut analyser entre les lignes les propos des personnalités politiques. Nous sommes en voie de mettre en place un deal historique avec les Américains. Et moi, je pense, s'il faut traduire cette image par rapport à la vie courante, un homme devant une belle femme, c'est toujours de belles paroles. Et c'est ce qu'a fait le président américain devant le président Félix Antoine Tshisekedi. Ça n'engage que son auteur, ces propos. Mais n'oubliez pas que Donald Trump, c'est un monsieur qui est visiblement instable du point de vue émotionnel. Récemment, avec le président colombien,
Les matins, il les traite de narcotrafiquants. Mais vous Le êtes, soir, vous êtes trop sévère dans vos propos, Cédric Kenina. Non, parce qu'entre États, il n'y a jamais eu un fait d'amour vrai. Les intérêts. Ça, ce sont des intérêts. Donald Trump, il dit quelque chose que nous, Congolais, nous constatons déjà. Et que les autres États constatent. Peut-être sans le dire. Que quoi? Que Félix Antoine Tshisekedi est un homme brave. Un homme engagé. Merveilleux. Merveilleux, engagé. J'ajouterais engagé pour la défense de son pays. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a dit. Sauf que je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je me dis c'est un réchauffement diplomatique. Parce que qu'est-ce qu'on avait à l'idée quand cette guerre a commencé? Sont des impérialistes qui sont sous la coupe des États puissants, notamment les États-Unis d'Amérique qui étaient cités. Et au fil en aiguille, on se rend compte que ces États puissants utilisaient des multinationales. On a dû développer un discours souverainiste pour nous défendre. C'était vrai, c'est vrai. C'était le seul moyen pour nous de faire face à cela. Et le message est passé. Et qu'aujourd'hui, les présidents de l'État le plus puissant du monde puissent jeter des fleurs à Félix Antoine Tshisekedi, moi je me dis, c'est le couronnement des efforts consentis par lui-même. Félix Tshisekedi, en tant que personnalité publique, lui-même, dans son engagement pour son pays, la République démocratique du Congo. Et si je dis que c'est flatteur, c'est parce que Donald Trump accélère les processus. Il est fait sur le terrain, on le sent. Il veut à tout prix que les deals soient mis en place. Tant mieux, nous sommes contents. Mais ces propos-là ne peuvent pas nous émousser autre mesure. Mais ce deal, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Exactement. C'est pour dire que c'est pas sens unique. Ce n'est pas une question d'amitié gratuite, ce n'est pas une question d'amour comme tel. Donc il dit ce que nous constatons. Patrick Kachala va peut-être nous proposer cette belle image. Il y a quelques mois, ici même à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui offre le premier chemin vers la paix pour mettre fin à un conflit incroyablement violent de 30 ans. Et nous sommes rejoints aujourd'hui par un homme très, très courageux et merveilleux, le président du Congo. Président. Monsieur le Président, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Vous êtes tellement. Monsieur le Président, merci. Et vous êtes un courageux, vous êtes un homme courageux. Je sais ce que vous avez traversé. Je connais très bien celle-là. C'était difficile. Cela a duré de très nombreuses années. Et ça se passe bien. Rien n'est facile. De temps en temps, je dois les rappeler tous les deux, mais ça se passe bien. Ça va bien se passer. Mais vous êtes courageux et nous apprécions votre présence ici. Grand honneur, bon gars. Ensemble, lui et moi avons également signé le plus grand accord minier de l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique. Et vous savez, le Congo possède une terre magnifique. C'est une terre incroyable. Il s'en sort très bien, donc nous apprécions cela. Mais nous avons signé le plus grand accord avec certaines de nos grandes entreprises et elles sont en train d'entrer. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Et appelez-moi pour quoi que ce soit, d'accord? Merci. Vous partagez que Donald Trump avait un message flatteur, comme le dit Cédric Kenina? Ça dépend du contenu qu'il met dans sa l'expression flatteur. Oui. Je pense que tous ceux qui font les relations internationales savent que le prestige personnel du leader est très déterminant dans les relations internationales, dans les relations entre les États. Et vous avez là la preuve que le leadership personnel du président Félix Antoine Tshisekedi a été très déterminant dans les rapports entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Le président des États-Unis, Donald Trump, va même à dire que le président Tshisekedi a bon cœur. C'est aussi ça la flatterie? Non, il ne vit pas tous les jours avec le président. Il y a des services, les États-Unis sont très futés dans ce domaine. Ouais. Il a les informations les bonnes sur la personne, comment la personne fonctionne et comment la personne appréhende les enjeux mondiaux. Et le dire devant une conférence comme celle-là, je ne voudrais pas dire que c'est une intronisation en Afrique,
parce qu'il finit par dire... Mais ça sent l'odeur. Il finit par dire... Ne vous gênez pas, ça sent l'odeur. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Quand il veut. Oui. Il prend son téléphone, il appelle le président américain. Ça veut dire... Mais c'est un message fort. Oui, ça veut dire que chaque fois qu'il a eu à échanger avec le président... Oui, mais... chaque fois qu'il a échangé avec le président Félix Tshisekedi, il a trouvé un intérêt croissant pour les États-Unis d'Amérique, mais il a trouvé que le leader en face mérite... C'était sérieux. Oui, mérite qu'on lui accorde ces possibilités. Donc, chaque fois qu'il appellera, c'est que ce sera pour des choses intéressantes et importantes. Oui. Donc, le dire devant autant de gens, devant une conférence comme celle-là, je pense que sur le plan diplomatique, c'est une influence très grande dans les jours à venir sur le président de la République lui-même, mais aussi sur les regards que les autres vont avoir sur la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que depuis que la guerre a commencé dans l'Est, je ne sais pas s'il y a eu par le passé un président de la Commission de l'Union africaine qui a tenu les propos comme ceux tenus par l'actuel président de la Commission de l'Union africaine quand il rencontrait le président de la République. En tout cas, dans l'histoire récente, ce n'est pas arrivé. Il a pris une position très claire et en filigrane, c'était même une menace contre le Rwanda. Ce n'est pas arrivé depuis que la guerre a commencé en République démocratique du Congo. C'est ce que j'ai dit. Ce genre de propos, dans les conférences comme celle-là, influencent les regards des autres, au niveau africain, au niveau mondial, sur les leaders dont il a été question. Alors je pense... Et ce leader ici, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que le président revient des États-Unis avec un regard des autres, beaucoup plus différent qu'avant qu'il ne parte aux États-Unis. Les grands Mufwenge, ce n'est pas la résultante de tous ces nombreux voyages effectués par Félix Tshisekedi, condamné à tort et à raison par une certaine opinion congolaise. Et aujourd'hui, ces nombreux voyages payent un président américain qui demande à un président congolais. Je l'ai dit ici à l'introduction de ce chapitre, que jamais dans l'histoire politique de ce pays, ça n'a jamais existé. Kassavou n'a pas connu, Mobutu non plus, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Personne n'a eu ce privilège. Prends le téléphone, quand vous voulez, appelez-moi, c'est-à-dire qu'il y a un numéro direct. C'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Dans une séquence qui revient presque de façon virale, vous avez suivi, le président américain demande à son homologue Félix Tshisekedi de s'élever. Il loue sa bravoure, son courage. Trump va jusqu'à évoquer les années de crise, des conflits. Sur le plan de la discursivité, il y a un terme qui a retenu mon attention. Par rapport aux années de crise, tout ça, vous venez de dire, dès que c'est possible, rappelez-moi. Deuxième phrase, tout va s'arranger. J'ai compris que par rapport à ses prédécesseurs, Félix Tshisekedi se sert ou s'est servi des potentialités économiques du pays pour en faire un levier de diplomatie. Mais ces potentialités existaient, non? Mais justement, je fonce. Allez-y. Ça existait, mais lui innove dans quel sens? Nous avons des richesses, jadis source de conflits ou de conflictualité dans la région. On a dit ici la guerre est d'abord économique, de prédation. Félix Tshisekedi évalue, le pays est agressé à cause de ses richesses. Mais attendez, comment ne pas négocier directement avec ceux qui sont intéressés à ça? On parlera d'Abu Dhabi peut-être. Oui, c'est le dernier. Le Rwanda pille, vole, se présente comme faux fournisseur. Je crois que Félix Tshisekedi avait évalué. Mais il faut dealer directement avec les Américains. Il faut dealer directement avec les Arabes, Abu Dhabi. Au fait, ils coupent l'herbe aux pieds, comme on dit. Maintenant, nous avons un deal stratégique avec l'Amérique. Nous avons un deal stratégique avec Abu Dhabi. Conséquence, Kigali est court-circuité. C'est hors-circuit. C'est comme ça qu'il faut comprendre le sens de cette phrase de Trump. Tout va s'arranger. Et dès que c'est possible, appelez-moi. Là, lui a innové. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Il avait l'appui des Américains.
On dit même Mobutu a rencontré Il plus a- de il a- 5 présidents américains. Il a géré la guerre froide. Il a géré la guerre froide. Oui. Il avait tout le moyen possible. Mais il est parti de la manière dont il est parti. Peut-être il n'avait pas compris. Joseph Kabila et M. Laurent Désiré Kabila, peut-être de la même façon. Mais j'allais chuter pour dire que c'est bien. Un arrêt un peu sur Mobutu. Vous ne voyez pas que la fin de Mobutu, c'est peut-être ce qu'on va connaître bientôt de l'autre côté? Non, mais il faut le dire clairement. attendez, De l'autre côté, c'est quel pays? Oui, mais moi je comprends, je devine. Allez-y, Non, mais allez-y. il faut citer, c'est le Mobutu, Rwanda. Allez-y. il faut dire que Mobutu est tombé. C'est le Rwanda. Il faut citer. Mobutu est tombé dans un contexte de cessation de guerre froide. Il était ici comme rempart pour essayer de freiner l'évolution du communisme. Dès lors que le mur de Berlin s'était effondré, Mobutu était devenu inutile, on l'a balayé. Peut-être que vous avez deviné, Kagame est en train, ou serait en train de traverser le dernier virage. Kagame a dérangé l'Afrique, Kagame a dérangé toute la région, il a bénéficié de tous les appuis. Maintenant que tout le regard stratégique se tourne vers Kinshasa, je crois que sur le plan stratégique, le centre d'intérêt, petit à petit, est en train de changer. Et si vous suivez l'actualité, au niveau du Sénat américain, on est en train d'ailleurs de voir comment, je l'ai demandé ici à plusieurs reprises, il faut des sanctions sur Kagame, des sanctions ciblées même contre son régime. On tend vers ça. On tend vraiment vers ça. Dans sa politique de diversion, pendant qu'il y avait cette National Player Blackfest, Idichala, Kagame a organisé une rencontre avec les siens au Rwanda. Mais l'arrogance avec laquelle il avait l'habitude de parler, on a vu un Kagame avec un moral en berne. Comment tu peux justifier ça? Oui, bon, ce dialogue-là, il l'organise depuis chaque 2 ans, je crois. Mais il a choisi le même jour. Il a choisi le même jour. C'est un peu parce qu'on coïncidence ou c'est un non, pas hasard? il veut se donner, il veut donner un sens à son leadership. Il veut donner cet exemple à son peuple. Il veut montrer à son peuple qu'il reste le même. Il est toujours Kagame, qui va les protéger, qui va continuer à parler au nom de leur pays avec suffisance, comme il a fait il y a des années. Mais quand on suit son discours, on sent qu'il est dépassé. Il parle de Félix Tshisekedi ou du gouvernement de la RDC qui est traité par la communauté enfant gâté. Mais il oublie qu'il y a 5-10 ans, c'est lui qui était l'enfant gâté? Oui. Il a joui pratiquement Oui. du refus de la communauté internationale de regarder les choses en profondeur. Donc, il s'est victimisé, il s'est mis lui-même en porte-étendard du génocide, qui est un événement malheureux, pour justement justifier ces errements en République démocratique du Congo et les massacres qui s'en sont suivis. Alors, quand vous le suivez, vous l'entendez parler, vous comprenez effectivement que Tshisekedi l'a réduit. Et quand il disait en 2023 que cette personne-là qui devrait arrêter, c'est quelqu'un-là qui devait arrêter Paul Kagame, c'est moi. Donc, il savait... Et je pense vraiment qu'il est fin dans la réflexion. Il a passé les années à lui de paix, ce n'était pas pour rien. Justement, comme Mofwenge le dit, on commence par les idées, et puis on met en œuvre. Mais n'oubliez pas qu'il a géré les relations internationales au de- niveau de son parti politique pendant plusieurs années. Ça, c'est Oui, Blaise. ça Oui. c'est... Oui. C'est- Vous voulez c'est ajouter vrai. quoi? C'est à ce de choses? J'ai J'ai une question à vous poser. apprécié. J'ai une question à vous poser. Je Vous vais allez revenir oui, sur qui me cette fait- Je vais dire que la diplomatie n'est jamais écrite. Comment il faut faire devant telle situation? Il faut être fin dans la réflexion pour identifier les véritables acteurs, avoir les bons contacts pour faire changer les choses sur le terrain. Et ça, Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à le faire. Il a identifié les acteurs, ceux qui tiraient les ficelles, les plus puissants. Il a trouvé les contacts et il a appuyé sur les leviers qu'il avait et il a fait changer la donne. Et je crois que tout le monde est en train de constater que dans le Grand Lac, le leadership tend à changer. Quand Kagame dit qu'on considère le gouvernement de la RDC, on traite le gouvernement de la RDC comme un enfant gâté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il n'y a que le point de vue du gouvernement de la RDC qui est entendu. Oui. C'est ce que ça veut dire. Oui. Parce que eux, ils ont joui. Mouzé a pleurniché dans toutes les capitales du monde pour qu'on entende
que le RCD, c'était le Rwanda qui attaquait. C'était difficile. Personne ne l'a écouté. Et ça s'est suivi comme ça pendant plusieurs années. Maintenant, Kagame se retrouve devant un fait accompli. Son discours a été déconstruit et il regrette amèrement d'avoir eu en face un acteur comme Il en a Félix pour son Antoine compte. Tshisekedi. C'est Kenina. On a parlé des choses ici, et de la diplomatie et consorts, mais il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est la dimension spirituelle. Le président de la République, vous êtes d'accord avec moi, il arrive au lendemain de son arrivée à la magistrature suprême, il prend le pays, il dédie ça à Dieu, en pleine messe au stade des martyrs. Le président de la République a fait venir des responsables spirituels au niveau de Washington, qui sont à Kinshasa. On l'a vu, même la dame qui faisait un peu la modération, c'est parmi les pasteurs là. Alors, comment vous trouvez cette dimension spirituelle évoquée ou mise en exergue par le président Tshisekedi? C'est peut-être ça qui est aussi à la base de tout ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui comme réussite dans sa démarche diplomatique. Bon, je vais en parler, mais sauf qu'il faut le dire, les bons esprits se rencontrent. C'est pas pour rien que le chef de l'État s'est retrouvé au prayer breakfast. C'est pour dire que c'est aussi quelque part sa dimension spirituelle qui fait que qu'il puisse se rencontrer visiblement avec des gens qui lui ressemblent. Mais j'aimerais bien revenir sur... Qui mettent Dieu en exergue. Exactement. Oui. J'aimerais bien revenir sur la question de tout à l'heure que j'ai trouvée extrêmement intéressante sur cette concomitée de la rencontre organisée par Kagame chez lui à Kigali et la tenue de ces grands rendez-vous à Washington. Même jour. Moi, je pense que c'est une belle question. C'est fait à dessein parce que Kagame ne veut pas disparaître sur le terrain médiatique. Et c'est ce qui se passe. De plus en plus, Kigali, Edith Tchalaladi, semble devenir à faune. La voix de Kigali est de moins en moins écoutée. D'où il faut chaque fois du répondant à chaque acte posé par Félix Antoine Tshisekedi, indépendamment même du Rwanda. Parce que apparemment, il a choisi... Les prior breakfast n'a rien à voir. La preuve, il n'y avait pas un discours, c'était à la limite des invectives. Oui. S'adresser au un discours ponctué des insultes oui. pour un homme d'État à ce niveau. Je pense que le Rwanda doit revoir sa copie. Ce n'est plus... Parce que c'est pour cela j'ai épousé cette philosophie de Mouyal. Arrêtons chaque fois de déifier le Rwanda, d'avoir une fixation maladive sur ce que fait Kagame pendant que lui-même se sent en difficulté au pied du mur face à une diplomatie qui de plus en plus semble être écrasante pour lui et sa population, sa pauvre population qui visiblement n'a rien à voir avec la politique menée par Kagame et sa bande. Avec ses soi-disant FDLR. J'ai suivi Julien Paloukoa. Il dit le FDR pour Kagame, c'est d'abord la production agricole en République démocratique du Congo. S'il veut venir prendre la production agricole, il brandit le FDLR. S'il veut venir exploiter les minéraux au Congo, il brandit le FDLR. Pour lui, pour Kagame, le FDLR, c'est justement un fonds de commerce. C'est justement un fonds de commerce pour s'approprier les richesses congolaises. Allez, on change de chapitre. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pendant ce déjeuner de prière au breakfast, comme vous dites, oui. Trump a évoqué deux idées qu'on ne pouvait pas éluder ici. La première, il a rappelé l'accord de Washington qui est en voie de mettre fin à la crise. C'est le plus grand accord, a-t-il dit. Deuxième élément, le deal stratégique, c'est là, il parle du grand deal du genre en Afrique. Entre les États-Unis et l'Afrique. Oui. Mais je voudrais conclure ce chapitre pour dire, au-delà de l'euphorie que cela suscite, Trump est content. L'euphorie de la part de qui? Non, mais nous, Congolais, non. Le président a bénéficié d'une aura internationale. Oui, c'est bien. Il a été auréolé par Trump. C'est une fierté nationale. Une fierté, on n'en disconvient pas. L'important, c'est quoi? Dans un contexte de lutte entre la Chine et les États-Unis. Trump a raison. Les deals stratégiques lui donnent l'accès, presque l'exclusivité aux minéraux stratégiques.
nous, Congolais, nous serions contents de concevoir des bons projets pour tirer notre épingle du jeu. Trump va prendre les minéraux. Notre intérêt, c'est que, à travers les investissements, que les ingénieurs congolais fabriquent des batteries sur base de notre cobalt, que nous ayons des téléphones made in DRC. Et sur le plan de l'accord de Washington, oui, Trump se félicite d'avoir mis fin à la guerre. Il n'a pas encore mis fin à la guerre. Il est en voie de mettre fin à la guerre. Donc, oui, mais non, je ne suis pas sceptique, je suis analytique. C'est une paix déjà là, pas encore. La paix sur papier. Personne n'a dit qu'on a déjà la paix. Et justement, j'analyse. On tend vers ça. C'est une paix déjà là, pas encore. Oui. La paix sur papier a besoin de se muer en paix sur terrain. C'est tout ce que les compatriotes de Bukavu, de Goma sont en train d'attendre. Très bien. Alors, à vous qui êtes en train de nous suivre, très chers téléspectateurs, vous verrez en bas de l'écran les numéros de notre WhatsApp. Ne nous appelez pas, mais nous vous conseillons de nous envoyer des voices et de nous envoyer aussi des messages écrits. Nous allons les décortiquer. De grâce, ne nous appelez pas parce qu'on ne va pas vous prendre en direct. Le numéro est là, il est affiché, il est en permanence. Il suffit de nous écrire et il suffit de nous envoyer des voices au cours de notre conseil de rédaction ou conseil de production de cette émission. Nous tenons toujours compte des différentes préoccupations envoyées par les uns et les autres. Alors, on termine cette émission, très chers amis, par la coopération avec cette signature, l'accord de partenariat économique entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, les grands Moufouengue. Vous pouvez nous énumérer quelques aspects de cet accord, tout en disant que les Émirats arabes unis est déjà en République démocratique du Congo avec la construction du port en eau profonde de Banana. Les travaux avancent à pas de géant et j'ai suivi un spécialiste que d'ici la fin de cette année 2026, le premier navire va accoster au niveau de ce port. Ça sera une grande chose et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous remarquerez qu'on a relancé les travaux, l'exécution des travaux du port-rail au niveau pour relier Brazzaville et Kinshasa parce que c'était conditionné. Avant de construire ce port, il fallait absolument construire les ports en eau profonde de Banana. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait bien compris cette donne pour donner une plus-value dans la province du Congo central. Rappel de quelques aspects? Au palais présidentiel d'Abu Dhabi, vous avez suivi les images, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé à la signature d'un accord de partenariat économique entre Kinshasa et Abu Dhabi. L'aspect qui a retenu mon attention, c'est que, au-delà d'un simple instrument diplomatique, l'accord de partenariat économique Abu Dhabi-Kinshasa est une véritable arme dissuasive pour lutter contre le trafic illicite, illégal, des minéraux congolais habitués à atteindre d'autres horizons en passant par des faux intermédiaires. Oui. Je voudrais citer le Rwanda, un faux possesseur ou propriétaire. Cet accord d'Abu Dhabi vient, comme je l'ai dit, couper l'herbe aux pieds. Il faut traiter directement avec le gouvernement congolais pour avoir accès à ces minéraux. Mais l'enjeu stratégique, c'est aussi que, au-delà des partenaires traditionnels, l'Europe ou les États-Unis, avec Abu Dhabi, la RDC sera branchée à l'Afrique du Nord, une grande partie de l'Asie, en termes d'opportunités, des infrastructures, la transformation locale qui revient tout le temps dans des débats économiques que nous sommes en train de faire. Vraiment, c'est très important. Mais le plus important, c'est la lutte contre les trafics illicites. Et j'ai conclu par rappeler les propos pertinents de Julien Paluku Kahongya, ministre congolais du commerce extérieur. Avec ce trafic illicite de minéraux, le Rwanda gagnait les années passées 70 millions de dollars par an. Mais lorsque le Rwanda décide d'étendre la guerre au Sud Kivu, les recettes
sont passés, Blaise, de 70 millions à 2 milliards par an. Donc nous perdons beaucoup avec ces pillages de nos ressources par le Rwanda. Il n'en sera plus question. Et là encore, selon Moukoko Samba encore, ministre de l'économie, vous prenez le nord et le sud Kivu, 12 à 15% du PIB national. Voilà quand Eddy disait que Kagame ne veut pas mettre fin à la guerre. Mais avec cet accord d'Abu Dhabi, je crois que dès que c'est mis à exécution, l'économie, les finances du Rwanda vont s'effondrer. Parce qu'il gagne beaucoup en pillant la RDC. Maintenant que ces carnets d'adresses, là où il commercialisait, Félix Tshisekedi a compris, on va traiter d'égal à égal. Il faut vraiment s'attendre à ce que l'économie du Rwanda puisse s'effondrer et que la RDC puisse se requinquer sur le plan économique et financier. Eddy Tchala, si la RDC parvient à récupérer tous ses partenaires et que tout le monde passe par la RDC pour l'exploitation minière, que va représenter le Rwanda demain? Le Rwanda va disparaître. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait que la RDC mette tous ces pays-là au pas. Et c'est possible avec notre potentiel. J'ai dit comme un proverbe le dit, il n'y a pas de forteresse imprenable. Il n'y a que des citadelles mal attaquées. Kagame paraissait comme un extraterrestre. Donc il a tissé des relations, il a des réseaux influents. Donc il était pratiquement à l'abri de toute attaque. Enfant gâté. Enfant gâté, comme il a dit du président. Alors, d'une certaine époque. Alors, le président, en venant, mettant en place une réflexion solide, le président est allé au Kazakhstan. Les gens ont estimé que Père Félix, vraiment, c'est quoi encore? Il voyage vraiment beaucoup, il va même au Kazakhstan et tout ça. Le président revient, Kagame est reparti au Kazakhstan. Ça veut dire qu'il a des intérêts là-bas qu'il a senti menacés. Le président est revenu, la réflexion a continué. Il est allé à plusieurs reprises aux Émirats Arabes Unis. On a même eu désormais une ambassade des Émirats Arabes Unis ici. Une représentation et puis une représentation de la RDC resserrer les rangs. Et pour commencer, la République démocratique du Congo en 2021, je crois en 2021 ou en 2022, a exporté officiellement par l'exploitation artisanale 24 kilos d'or toute l'année. Seulement. L'année qui a suivi, je crois, 26 kilos d'or. Quand le président va là-bas, il échange avec les milieux émiratis. Il leur dit que l'or qui vient ici, là, c'est l'or congolais. Ça vient de la RDC. Kagame vole. Ceux qui sont chez lui achètent l'or qui vient de chez nous. On a mis en place Primera Gold. La première année ou la deuxième année, on est arrivé à 1 tonne ou 2 tonnes. Donc on est allé au-delà de 1000 kilos par an. Aujourd'hui, j'ai suivi le ministre du Commerce extérieur qui parlait d'environ 9 tonnes d'or avec ce seul modèle mis en place. On pouvait faire ça avec le coltan, on pouvait faire ça avec beaucoup d'autres minéraux. Et Kagame en a bénéficié comme ça pendant toutes ces années. Et il prend ça, il est arrogant envers la République démocratique du Congo. Et le discours à l'extérieur, c'est quoi? La RDC, c'est le grand bazar. Il ne faut pas y aller, c'est le grand désordre, c'est l'insécurité, c'est tout ça. Vous voulez voir les gorilles des montagnes? Venez à Kigali, on va vous y conduire. Et vous voyez, c'est ce discours-là qui a été déconstruit et arrivé à Abu Dhabi, signer ce partenariat économique, donne la possibilité aux opérateurs économiques congolais d'exporter près de 6 000 produits contre 7 000 des Émirats Arabes Unis. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir des hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires qui exportent des produits congolais et qui peuvent les vendre sur les marchés émiratis et faire des grandes affaires, ramener les devises au pays. Ça, c'est désormais possible. Mais il faudrait maintenant que le système bancaire, tout ce qui va avec, se mette en mouvement pour donner à ces hommes d'affaires la possibilité d'avoir des crédits d'affaires, des gros crédits pour investir dans la transformation de nos produits, pour les exporter. Maintenant que les Émirats Arabes Unis fait partie du marché ou des marchés qui peuvent recevoir les produits de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une avancée significative dans le domaine du commerce entre les deux pays, mais surtout dans le domaine des affaires
en République démocratique du Congo. On n'est pas condamné à être un marché pour le monde entier. On vient vendre le riz. On choisit ici, les partenaires. Maintenant, nous avons les partenaires qui Sérieux. nous ouvrent leur marché Oui. et que nous avons la possibilité maintenant à l'interne de booster notre économie, de pousser les opérateurs économiques à plus de production parce que le marché est en train de grandir. Kenina, le marché est en train de grandir, mais tout ça, il y a une opinion congolaise qui ne voit toujours pas ça et qui cherche à tout prix et qui est ce fameux dialogue, on n'en revient pas, et qui parle de la mauvaise gouvernance pendant qu'il y a des avancées spectaculaires et qui se font dans la traçabilité de nos minéraux. Oui, c'est vrai, entre ce qui est en train de se faire et la réalité sur l'assiette du Congolais lambda, il y a, Toujours pessimiste. il y a un écart. Ça, c'est une évidence. Mais nous sommes dans un processus. Pour me montrer optimiste cette fois. Nous sommes dans je voudrais que vous soyez optimiste. C'est pour l'intérêt du Congo. Nous sommes justement dans un processus. La RDC est restée pendant trop longtemps dans ces carcans de ses partenaires traditionnels. Vous avez la Chine, vous avez le monde occidental. Tous ces gens-là ont fait de nous un marché de consommation simplement. À sens unique. Mais maintenant qu'on diversifie nos partenaires en termes chiffrés, on nous dit que le volume des transactions passera certainement de 5 milliards actuellement à plus ou moins le double, dans les 10-11 milliards d'ici 2030. Je pense que c'est véritablement un pas considérable qu'on vient de franchir concernant notre ouverture dans l'espace impitoyable de commerce entre États. Vous savez, actuellement, on assiste, je l'ai dit tout à l'heure, à une guerre commerciale internationale. Trump, quand il se réveille le matin, vous n'êtes pas d'accord avec sa politique, il augmente les prix de douane, les tarifs. Et tout ça, c'est pour contraindre les partenaires, tout ça, à répondre aux exigences américaines. Et je crois, avec cette diversification, je pense que la République démocratique du Congo ne va plus se plier aux caprices d'un groupe de partenaires, mais maintenant qu'on a un volume en termes d'échanges commerciaux un peu élevé, avec des partenaires diversifiés, nous devons maintenant être capables, comme l'a dit Edith Chala, de transformer tout ce que nous avons comme potentialité et qu'à l'exportation, que cela se fasse avec une certaine valeur ajoutée, parce que on se présente beaucoup plus comme étant un partenaire à l'état brut qui vient avec tout ce qu'il a comme ressources naturelles, sans pour autant y accorder ou y donner une certaine valeur ajoutée. Et c'est le pas qui reste à franchir pour la République démocratique du Congo. Mais n'empêche, actuellement, avec la politique d'ouverture menée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, moi je l'ai dit toujours, il est pratiquement le seul à batailler sur plusieurs fronts. Je me pose la question, que font les autres membres du gouvernement sans pour autant nier ce qu'ils font comme effort, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et les efforts sont consentis en sens unique. Mais que font aussi d'autres Congolais à la place de soutenir le président de la République? Exactement. Ils sont en train de mettre plutôt les bâtons dans le roues. Oui, mais c'est ça justement. Non, mais pour corroborer les propos de Kenina, Oui. pas seulement les ministres, il y a l'administration. Oui. L'administration est un véritable blocage à l'amélioration du climat des affaires, par exemple. C'est la raison pour laquelle les partenaires reviennent toujours pour parler de la corruption. De la corruption. La corruption, c'est aussi un aspect important. Un facteur handicapant. Nous devons rectifier les choses pour que on puisse attirer davantage les investisseurs. On clôture l'émission, non? Oui, on clôture. Il y a un élément important sur lequel il vient d'insister. Accord d'Abu Dhabi, très bien. Accord de Washington. L'enjeu majeur en interne, c'est que nous devons améliorer notre gouvernance économique, initier des réformes capables de nous mettre à même de tirer notre épingle du jeu. Dans une administration des corrompus et des corrupteurs, où on dilapide des opportunités. Mon ami Mbouyal aimait le dire. Tout à fait. Mbouyal avait raison, Mbouyal, d'heureuse mémoire. Oui. Félix Tshisekedi se bat
deal stratégique avec les Américains, accord d'Abu Dhabi. C'est au ministre sectoriel, c'est à l'administration d'embrayer là-dessus pour que le pays se retrouve. Et donc, je suis pour dire Pas question de pourcentage. qu'il faille se départir de la mentalité décrite par Nicolas Kazadi. Mbongweye, to Kaboli, to bloquer l'investisseur. Mais Non. Ça vient encore d'où cette affaire? Ça vient d'où? Parce que nous parlons de la gouvernance. Nous parlons de gouvernance, Blaise. Ok, d'accord. Oui, Allez, il faut allez. soutenir les efforts de Félix C'est Tshisekedi. pas possible. Mais tout à fait ça. Mbongweye, to Kaboli, Oui, et après to c'est Sali. déjà Pas dit. ça. Vous aviez dit ça, non? Oui, mais il faut insister parce que la corruption, c'est le grand cancer qui tue ces pays. C'est le virus. C'est les virus qui font parfois que le président donne le go, mais rien n'est suivi. Parce qu'il y a la corruption. Les ministres sectoriels, l'ANAPI qui s'occupe Des investissements. la promotion, ils suivent cette émission, pas cet aspect-là. Mbongweye, investisseur, bloqué, bango pour n'a pas pourcentage. Halte à cette mentalité. Très bien. Alors, c'en est fini hein, pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le samedi prochain, on va parler des sujets un peu intemporels. Hein. Par exemple, l'exode rural. Kinshasa et d'autres villes sont remplies par des gens parfois inutiles. Pourtant, ils pouvaient rester chez eux. Il y a aussi à boire et à manger parce que les responsabilités sont partagées. Nous allons parler aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons parler. S'il vous plaît. Nous allons aussi parler de ces routes. Kachala l'avait évoqué dans l'autre émission. Ces routes qui sont muettes, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays. On ne sait pas quand vous quittez. Par exemple, Kasaï oriental pour le Kasaï occidental, vous ne savez même pas là où se trouve la frontière. Hein? Des villages que vous traversez, vous ne connaissez même pas. Alors, même ici à Kinshasa, des avenues sont restées muettes et c'est très dangereux. Je crois qu'il en est très important pour les responsables de faire parler nos routes et pour qu'on ne puisse pas être plongé dans un monde platonique. Laissez-moi vous dire merci, comme d'habitude, vous étiez performants. Merci également à toute l'équipe technique chapeautée par L'Oréal Cash. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous faire confiance. Les numéros sont là. Envoyez-nous des voices, envoyez-nous vos messages et nous allons les exploiter. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai dédié cette émission à mon très cher ami Médard Mbouyal Mangal, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés. Je le rappelle, cher ami, je me refuse le droit de vous oublier dans ma vie professionnelle parce que nous avions traversé des moments ensemble, des moments difficiles comme des moments de bonheur. Pendant plus de 30 ans, ce n'était pas facile. Dieu a voulu que vous soyez à ses côtés et pour lui rendre service. Pourquoi ne pas s'occuper de par exemple, son assistant en communication, gérer les médias auprès du Père Céleste. Je le pense bien. Merci Médard de tout ce que vous avez fait. Merci également à vous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci et au revoir.